Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 48, je suis en compagnie d'Adrien, comment vas-tu? Bah comme un lundi férié, finalement, parce que là on enregistre lundi 20 mai, ça fait très plaisir, on est très bien, on est très posé. Est-ce que les jours sont vraiment fériés quand il y a podcast? Non, je ne crois pas, non, chaque jour est une fête. Oui. Quand il y a podcast et surtout Oui. Pop News, non mais on est là, tu vois, on est toujours là au rendez-vous, même les jours fériés où on pourrait faire un énorme dodo, clairement, mais non, on bosse. Le dodo? Je connais pas. Je le connais pas. La fatigue, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fatigue qui soit, aurait dit une Oh. grande philosophe. Exactement. Non mais ça va et toi, ça va? Je te pose jamais vraiment la question, comment ça va? Oh, écoute, ça va super, comme un lundi, et le lundi c'est le meilleur jour de la semaine puisqu'il y a Pop News tous les lundis à 20h30 quand il n'y a pas de petits écarts, de petits décalages. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. On fait ça en légende avec le conducteur. Les news, les brèves de la semaine, le point box-office, le gros sujet de la semaine. Il se trouve qu'hier, on fêtait les 5 ans du dernier épisode de Game of Thrones qui nous a inspiré un sujet. Que reste-t-il de Game of Thrones 5 ans après? Est-ce que on peut toujours dire que c'est une grande série, malgré son final raté? On se posera la question dans ce grand débat de milieu d'émission. Ensuite, on aura le radar des sorties et les recos de fin d'épisode. Et enfin, on se dira, allez, ciao, la semaine prochaine, épisode 49, à bientôt. Et puis, Très bien. un petit rappel, bien entendu, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, mais aussi Discord, et puis balancez vos petites étoiles et vos likes un petit peu partout, là où c'est disponible, rejoignez Discord et rejoignez notre page Ko-fi pour pouvoir participer à l'émission via des questions audio, textuelles ou même vidéo si vous en avez envie. Je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer tranquillement avec les news de la semaine. Très bien, tu peux lancer, c'était parfait. Je te lance toi-même d'ailleurs, puisque nous allons parler de 28 ans plus tard, le retour de la grande saga. On en parle quand même toutes les semaines, hein, ouais. J'ai remarqué. Il nous hype un petit peu quand même ce projet. Hein. Il me hype énormément, hein. Je le dis assez souvent que je suis très très fan de cette franchise, et donc là, 28 ans plus tard, pour ceux qui ne le savent pas, est en préparation avec Danny Boyle. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que Cillian Murphy va revenir dans la saga, dans ce troisième opus, puisqu'il c'était quand même le héros du premier épisode. Il n'était pas dans le deuxième épisode, mais il y avait de grosses rumeurs comme quoi il pourrait revenir dans le troisième épisode. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Oui, il reviendra dans le troisième opus. Et on le sait grâce au producteur Tom Rothman qui est en ce moment au Festival de Cannes pour présenter des films, et ça a été justement l'occasion pour le magazine américain Deadline de lui poser plusieurs questions à ce producteur qui produit bien évidemment 28 ans plus tard aux côtés de Danny Boyle et de Cillian Murphy. Voilà ce qu'il dit: j'ai fait 8 films avec Danny Boyle et il est en bonne place dans mon panthéon personnel en parlant de 28 semaines plus tard. On est en train de concocter cette nouvelle trilogie 28 ans plus tard. Ce ne sera en aucun cas une suite littérale et notre casting est super. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, etc., etc. Évidemment, à ce moment-là, le journaliste ou la journaliste demande si Cillian Murphy sera de retour pour jouer dans ce 28 ans plus tard. Ce à quoi le producteur répond oui, mais de façon surprenante, vu la façon dont ça va évoluer dans ce film. Je peux juste vous dire ça. Danny est au meilleur de sa forme, et ce genre de film, donc les films de zombies, est très populaire. C'est un peu comme quand on a signé Edgar Wright et Baby Driver. Parfois, vous arrivez à avoir un cinéaste avec son vrai style à lui, pour un film qui a le potentiel de devenir un succès commercial, et cet artiste porte le projet vers le haut. Donc voilà, rien que ça, jolie déclaration quand même, et ça donne très envie. Donc, on résume. On a Cillian Murphy qui revient dans le film, même si ça se trouve ce sera juste un caméo, peut-être même une voix ou autre, hein, voilà, ça se trouve ce ne sera pas un rôle extrêmement important, mais on a quand même donc Cillian Murphy devant la caméra, aussi à la production avec Danny Boyle. On rappelle qu'il y a Alex Garland qui est au scénario de ce 28 ans plus tard. Alex Garland qui a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça Civil War. C'est une nouvelle trilogie aussi. Le deuxième épisode de cette trilogie, qui n'a pas encore de nom, sera réalisé par Nia DaCosta. Nia DaCosta qui s'est occupée de The Marvels, une énorme bouse pour le MCU il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, peut-être qu'elle peut faire mieux avec la suite de 28 ans plus tard. Et aussi, je l'ai dit, un casting plutôt très très cool avec Aaron Taylor-Johnson et Jodie Comer. Donc pas mal du tout. On est très Ma foi. Ouais. Bah oui, on s'imagine quoi? Tu t'espères quoi, toi, comme retour pour Cillian Murphy? Des gens avec
avec des yeux injectés de sang qui courent très très vite dans Londres. Ça peut paraître assez logique. Non, je déconne. Ça se trouve, ça se passera pas à Londres. Je sais pas du tout. Parce qu'elle sans spoiler, ça peut se passer en Europe plus qu'en Angleterre, la suite de 28 semaines plus tard. 28 semaines et 28 mois plus tard. Donc à voir. Je sais pas. Et toi, t'attends quoi de... Bah, moi, bon, déjà, j'attends que ce soit aussi prenant que les deux premiers. Et pour Cillian Murphy spécifiquement, j'ai du mal à voir comment ils vont s'y prendre. Mais je suis intéressé de voir comment ils vont faire. J'espère juste qu'ils font pas, tu sais, du teasing là-dessus et que ça sera décevant à la fin. C'est juste ça que je souhaite pas. J'espère aussi. Mais en dehors de ça, non, très hypé par le projet. On n'a toujours pas de date, hein, j'imagine. Non, c'est l'année prochaine. Normalement, ils veulent le sortir assez vite. Hein. Mais on n'a pas de date. Maintenant qu'on a pas mal de casting, j'imagine que ça devrait plus trop tarder. Non, ça devrait aller vite. Bon, de toute façon, évidemment, comme je l'ai dit, on en parle très souvent, donc on vous tiendra au courant dès qu'on saura. On voulait vous en parler aussi. Cette semaine a eu lieu la présentation d'un trailer cinématique de Assassin's Creed Shadows. Donc là, pour le coup, on parle pas souvent de jeux vidéo, mais là, bon, il s'agit d'un des plus gros jeux de l'année, qui a été donc dévoilé enfin. On savait qu'il y aurait un Assassin's Creed dans le Japon médiéval, c'était très attendu depuis très longtemps, et il vient tout juste d'être dévoilé, ainsi que sa date de sortie. On a un petit peu compris quels étaient les tenants et les aboutissants du scénario. En fait, on va suivre les destins croisés de Naoe, qui est une assassin shinobi, et de Yasuke, qui est un puissant et légendaire samouraï d'origine africaine, dont Netflix d'ailleurs avait tiré une série d'animation. Et ça se situe durant l'ère Sengoku. Ces deux alliés vont du coup être inattendus et découvrir le destin qui les unit, alors que le Japon entre dans une nouvelle ère. Et donc on a pour l'instant pas d'image de gameplay en bonne et due forme, mais cette présentation aura lieu en juin 2024, durant le Summer Game Fest, comme c'est désormais la tradition. Il faut savoir que le jeu est d'ores et déjà en précommande, et donc on a sa date de sortie, le 15 novembre 2024, donc, comme d'habitude. Les blockbusters de jeux vidéo, ça sort toujours à ce moment-là, et particulièrement les Assassin's Creed. Donc voilà, assez hypé par le projet, et évidemment, j'ai très envie d'en voir plus, notamment de ce qu'on va faire d'un point de vue gameplay, parce que bon, le trailer cinématique c'est bien gentil, mais on a très envie de voir le jeu, le vrai. Donc ça, ce sera d'ici quelques semaines. Et comme les gens le disent dans le chat, ça donne envie de rejouer à Ghost of Tsushima, qui était un super jeu de PS5. Excellent jeu, qui était sorti sur PS4, 2018. Et qui est sorti sur PS5 et sur PC depuis. Et moi, je vous le recommande à fond, puisque c'est vraiment un jeu très sympathique à faire. Très très inspiré, et bien inspiré je trouve par ce cinéma-là japonais, et puis très agréable à prendre en main, et puis quand tu fais des très jolis combos, tu te sens vraiment bien quoi avec ta manette. Donc non, moi j'avais beaucoup aimé. Je me sens bien au Japon, voilà pour donc Assassin's Creed Shadows, le 15 novembre 2024. On va rester un petit peu dans la thématique jeux vidéo, puisque tu vas nous parler de GTA 6 et de sa date de sortie. Ouais, alors GTA 6 évidemment on va en parler beaucoup dans les mois à venir, mais là on a une véritable date de sortie, en tout cas une fenêtre de tir qu'on attendait depuis un bout de temps, puisque lors du traditionnel bilan trimestriel avec les investisseurs, l'éditeur Tech2 Interactive, donc qui édite GTA depuis un bout de temps, a pu communiquer sur ces très bons chiffres, évidemment parce que GTA 5 ça continue d'être la planche à billets pour Tech2, c'est une vraie folie, notamment GTA Online en fait qui permet à Tech2 d'engranger du fric et de finalement pas forcément sortir de jeu, ils ont plus besoin parce qu'en fait c'est un énorme filon pour eux quoi. Mais évidemment ils ont quand même envie de sortir un GTA 6 qui sortira dans pas si longtemps que ça. Et Strauss Zelnick, le PDG de la société, a affirmé que le titre, donc GTA 6, très attendu, arrivera sur console durant le dernier trimestre 2025, plus précisément entre fin septembre et mi-décembre de l'année prochaine. Voilà ce qu'il dit. Nos perspectives reflètent un rétrécissement de la fenêtre de tir précédemment établie par Rockstar Games de l'année civile 2025 à l'automne de l'année civile 2025 pour GTA 6. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On n'aura pas beaucoup plus d'infos là-dessus, mais au moins on sait que la fin d'année
va être dégagé totalement pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de RTT qui vont être pris, je pense, dans le monde entier. Et même moi, le premier, évidemment, je pense que je vais me réserver la semaine de sortie du jeu pour y jouer, quoi. Donc, sous le sapin, ça va faire plaisir aussi, je pense, à beaucoup de gens, parce qu'il sera à peine sorti pour les cadeaux de Noël. Ouais, et puis on imagine aussi que, conséquemment, il va y avoir des jeux qui vont être décalés plutôt au début 2026 pour éviter de se prendre en frontal la concurrence de GTA. Ce serait pas du tout surprenant. Alors, il faut aussi savoir que cette annonce, elle a été faite par Take-Two alors qu'ils viennent d'annoncer des pertes assez énormes sur leur marché du jeu vidéo et qu'ils ont aussi fermé un certain nombre de studios récemment. Sans trop le dire. Donc voilà, c'est assez en demi-teinte ces annonces-là, et c'est évidemment histoire de dire, bon, vous inquiétez pas, chers investisseurs, GTA et le rouleau compresseur que ça représente arrive prochainement, et vous en aurez pour votre argent. Oui, clairement. Après, Take-Two perd de l'argent, mais ils en gagnent aussi pas mal. Bien sûr. Il n'y a pas de souci, quoi. Les chiffres sont quand même pas mauvais, comme j'ai dit, hein. C'est plutôt positif, quoi. Mais oui, par contre, ça me fait penser à la situation, voilà, dans le jeu vidéo en ce moment, qui est vraiment dégueulasse. Il faudrait peut-être qu'on consacre un épisode là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit bilan. Ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, le monde du jeu vidéo, et des studios qui ferment à tire-larigot, et surtout des gens qui sont laissés sur le carreau, des développeurs, des créateurs, etc. C'est très compliqué. Ça se compte en milliers d'emplois, effectivement. Ouais. Quand ça commence à tomber dans les médias généralistes, tu sais que là, c'est autre chose, quoi. Carrément. Ouais. Voilà pour les news jeux vidéo, puisqu'on n'en a pas d'autres pour cette semaine. Je vous propose de revenir un petit peu sur Shogun, décidément. C'est une section news très Japon médiéval pour moi cette semaine, puisque Shogun, ça y est, a été officiellement renouvelé pour 2 saisons. Du moins, c'est un développement de 2 saisons supplémentaires qui a été demandé de la part de FX et de Hulu à ses partenaires. On le savait, la semaine dernière, je vous en ai parlé, Hiroyuki Sanada a déjà rempilé pour la suite, et le renouvellement est officialisé avec les retours des co-créateurs que sont Justin Marks et Rachel Kondo, qui servaient également en tant que producteurs délégués et scénaristes, ainsi que Michaela Clavel, qui était productrice déléguée également, et descendante de James Clavel, l'auteur originel de Shogun. Il se trouve que c'est un développement avec les ayants droit qui a été impulsé, avec donc 2 autres saisons demandées par FX et Hulu. Il n'y a pas encore de greenlight, sachez-le, donc c'est du développement pur, c'est-à-dire que si ça ne mène à rien, ils vont pas le faire. Donc on n'a ni date, on n'a pas de date de début de tournage, et donc pas de date de diffusion. On sait cependant qu'une Writer's Room va être assemblée en ce moment même, et qu'elle commencera le travail dès cet été. Qu'est-ce que ça va adapter maintenant ? Ça, c'est la grande question, puisque Shogun, le bouquin, est terminé à la fin de la saison 1 de Shogun. Donc, il y a 2 possibilités. Soit ils vont adapter la suite de la saga asiatique de James Clavel, mais qui ne traite pas du tout des mêmes personnages. Donc, du coup, ça n'aurait pas vraiment de sens de re-recruter Hiroyuki Sanada. Soit on fait suite, du coup, à ces événements-là, avec du coup la même période, les mêmes personnages, et les mêmes personnages qui sont encore vivants à la fin de la série, et on fait 2 autres saisons. Mais du coup qui ne seraient adaptés d'aucun roman de James Clavel, et donc plutôt inspiré de l'histoire du Japon médiéval. Donc à voir. C'est risqué, hein. C'est très risqué, mais avec une base solide comme celle de la saison 1, pourquoi pas. Alors, faut que je la termine. Faut vraiment que je termine cette série-là. Je te conseille de la terminer, mais... Tout le monde me dit que c'est génial. Hein. Ouais. Mais pour une fois que c'est moi qui sors... c'est clair. Attends, moi je peux rien dire. Hein. Je ne jette pas du tout la pierre, clairement. Non, mais en tout cas, curieux de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont nous faire une Game of Thrones dont on va parler après dans l'émission, en mode, on dépasse les bouquins, on part sur nos histoires en solo, et si c'est bien fait, oui. Après, il faut voir s'ils ont le talent de scénariste pour le faire. C'est clair. C'est clair. Donc en tout cas, la base est là. Maintenant, après, tu as aussi de quoi t'inspirer avec ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire du Japon. Donc t'es pas vraiment paumé. Et donc après, t'as juste à broder. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait aussi dans la saison 1. Donc pourquoi pas à voir ce que ça va donner. En parlant de broder
on peut reparler également de la saga Le Seigneur des Anneaux. Et oui, je garde la parole. Je vais parler pendant une demi-heure là dans ce podcast, sachez-le, désolé. Peter Jackson et Philippa Boyens se sont exprimés récemment dans les colonnes de Deadline au sujet du Seigneur des Anneaux, la traque de Gollum, qui est donc le prochain film estampillé Seigneur des Anneaux qui sortira en live action en... on n'a pas de date de sortie, je crois. Non. J'allais dire 2026, mais c'est pas du tout ça. Et donc Peter Jackson s'est exprimé en ces mots en disant « Le personnage de Gollum, Sméagol, m'a toujours fasciné, parce que Gollum reflète le pire de la nature humaine, tandis que Sméagol est peut-être plus sympathique. Je pense que les lecteurs comme les spectateurs s'identifient à lui parce qu'il y a un peu des deux en eux. On veut vraiment explorer ses origines et plonger dans les morceaux de son voyage que l'on n'a pas eu le temps de couvrir dans les films précédents, donc à savoir la trilogie Seigneur des Anneaux, mais aussi la trilogie Le Hobbit. Il est trop tôt pour dire qui croisera son chemin, mais on peut dire que nous nous fierons au professeur Tolkien. Donc grosso modo, histoire de dire, bon, c'est pas impossible que certains personnages connus fassent une petite apparition dans ce film spin-off. Bien entendu. En revanche, on a Philippa Boyens qui s'exprime, donc qui sera scénariste dans ce, ainsi que productrice pour ce film. Elle dit « On ne veut pas que ce soit juste le 4e film dans cette trilogie, il faut que ce film marche de sa propre manière. » Donc en gros, l'idée, c'est que ça soit aussi un film qui puisse être visionné seul. Et je pense que c'est une bonne idée, effectivement, plutôt que de faire un film que pour les fans. Un peu ce qu'on disait la semaine dernière. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode ou écouté l'épisode de la semaine dernière, on vous le recommande évidemment parce qu'on évoque vraiment ça en longueur. Pendant 25 minutes, on a parlé de ce projet de film pour savoir si c'était une bonne idée ou pas. Et donc voilà, on voulait faire un petit follow-up avec cette news aujourd'hui. Nickel. Voilà pour le Seigneur des Anneaux, et j'ai fait n'importe quoi, voilà, c'est bon. Les brèves, désormais, le rapid fire, comme on dit. Alors, pas mal de trucs à vous dire, puisque notamment le recrutement de Natasha Lyonne pour les 4 Fantastiques dans un rôle dans ce prochain film du MCU qui n'est pour l'instant pas encore annoncé. La franchise John Wick n'en finit plus de faire des petits, puisque on a désormais Donnie Yen qui a signé pour un film standalone dans le rôle de l'assassin Kane, où il apparaissait déjà dans John Wick chapitre 4, qui avait été plutôt bien reçu d'ailleurs, ce personnage, d'où ce spin-off qui devrait être tourné à Hong Kong l'an prochain. Roadhouse sur Prime Video a décidément bien cartonné, puisque Amazon et MGM vont désormais produire un 2e film Roadhouse avec le retour de Jake Gyllenhaal. Là, c'est la section date en pagaille, puisque la série spin-off de spin-off donc de WandaVision, Agatha All Along, qui va désormais démarrer le 18 septembre sur Disney+. On imagine qu'en France, ça sera plutôt le 19. Squid Game, on a appris de la part de Lee Jung-jae que la diffusion sur Netflix de la saison 2 aura lieu plutôt en décembre. Donc ça sera probablement le gros clou du spectacle et de l'année pour Netflix cette saison. Daredevil Born Again sortira au printemps 2025, a-t-on appris sur Disney+ cette semaine. Ce sera même en mars 2025, avec le retour de tous les personnages qu'on avait connus dans la série Daredevil de Netflix, qui n'étaient alors pas encore liés au MCU, et ce sera désormais le cas, comme nous l'expliquent Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, avec beaucoup de callbacks, beaucoup de références aux 3 saisons sur Netflix, et ainsi que beaucoup de liens avec le MCU actuel. Fin de tournage pour le remake en live action de Dragon. C'est Dean DeBlois qui l'a posté sur Instagram récemment. Pour rappel, c'est toujours prévu pour 2025, en juin de mémoire. Le film de Formule 1 de Brad Pitt, dont on parlait du budget la semaine dernière, sortira le 27 juin 2025 en salle. Et le film Supergirl Woman of Tomorrow sortira en juin 2026, le 26 juin 2026 aux États-Unis, le 24 on imagine en France. C'est fini pour les dates, et je termine avec les nouvelles émotions de Vice Versa 2. On sait désormais lesquelles elles sont, puisqu'on aura l'anxiété, on aura l'ennui, on aura l'envie,
et on aura l'embarras. Voilà, l'embarras. J'adore l'ennui. Ah ouais, l'embarras. J'aime beaucoup l'embarras, perso. Ouais. J'aime beaucoup. Et donc tout ça, c'est toujours prévu pour cet été, Vice-Versa 2. Et enfin, on voulait vous signaler également la diffusion d'un teaser pour Dune Prophecy, le titre officiel de Dune, précédemment titré Sisterhood, qui est la série située 10 000 ans avant Dune, partie 1, qui sortira sur Max à l'automne prochain, a-t-on appris cette semaine, donc qui s'intéressera notamment à la création du culte Bene Gesserit et donc de la secte qui tient un petit peu les ficelles et tire un petit peu les ficelles dans la galaxie de Dune. Et ben, j'ai très très hâte de voir ça. Non, c'est faux. Alors, je suis désolé, mais moi personnellement, le trailer m'a pas donné envie du tout. J'ai trouvé ça chiant comme la pluie. Mais Mark Strong. Mais Mark Strong, donc pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Quand Mark Strong est dans un projet, en général, c'est ok. Voilà. My Dune, my Arrakis. Nous retournerons peut-être dans le désert brûlant d'Arrakis en fin d'année prochaine. En cette fin d'année, puisque c'est automne 2024. Ça peut être un banger de masterclass pas du tout cringe, comme disent les jeunes. Ça peut être une dingue. Ça peut être une dingue. Je pense qu'un truc complètement choc-barre, quoi. Mais après, on verra. On verra. On est si jeunes. Eh bien écoute, j'ai fini pour les brèves de cette semaine. Je te propose de faire ton point box-office, Adrien. Eh bien je prends la parole et je commence avec le royaume de la planète des singes. Enfin en tout cas la planète des singes, le nouveau royaume, qui fait déjà 237 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est pas mal du tout. Et aux États-Unis, il a récolté 101 millions de dollars. Les experts disent qu'il pourrait terminer autour des 400 millions de dollars, ce qui est pas mal, parce qu'en fait son budget de production est de 160 millions de dollars, donc il va forcément rentrer dans ses frais, mais c'est pas non plus un énorme succès, voilà, qui va taper déjà au-dessus des 500 millions de dollars, ce qui était plus ou moins attendu. Donc normalement la franchise devrait continuer, parce que voilà, il va pas non plus perdre trop d'argent, mais pas non plus, voilà, pas la folie. Gros succès attendu. C'est pas le succès attendu. En France, il fait quasiment le million. Il est à 932 000 entrées depuis sa sortie, donc c'est pas mal quand même. Là, il a rassemblé les foules. Je poursuis, toujours avec la France, avec un petit truc en plus, le film qu'on suit depuis maintenant 2 semaines, qui est assez fou, le film d'Artus, premier film d'Artus, qui a déjà 3 millions d'entrées. C'est monstrueux. Le cap des 5 millions d'entrées va largement être dépassé, et il peut aller très très loin. Donc c'est un film qu'on suit de très près, qui continue de marcher avec le bouche à oreille. De plus en plus de gens y vont, les salles sont pleines, donc c'est assez incroyable. Je poursuis avec Blue et compagnie, le film de John Krasinski avec Ryan Reynolds, qui lui a récolté 59 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 35 millions de dollars aux États-Unis, qui vient à peine de sortir aux États-Unis. Son budget de production, par contre, est de 110 millions de dollars, et là, il est qu'à 59 millions de dollars. Donc certes, il a pris la tête du box-office américain, d'ailleurs, il a détrôné la planète des singes, mais est-ce qu'il va réussir à poursuivre sur cette voie et à vraiment rentrer dans ses frais? Parce que là, il faut quasiment doubler pour faire une opération blanche. Il faut faire beaucoup plus, tripler ou quadrupler pour que ça rentre vraiment. C'est donc un échec pour l'instant. Pour l'instant, c'est un semi-échec, quoi. En France, ça marche plutôt pas mal. Par contre, on est à 500 000 spectateurs déjà pour Blue et compagnie, qui me tente moyennement. Je sais pas ce que t'en penses. La bande-annonce est mignonne, c'est rigolo, mais après. Moi, j'ai été tenté par le pitch, mais force est de constater que je suis pas allé le voir. Donc. Ouais, voilà. C'est pas le truc qui va me faire déplacer, tu vois, en salle, quoi. Je poursuis avec The Fall Guy, avec 127 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 62 millions, on va dire 63 millions de dollars aux États-Unis, pour un budget de production, encore une fois, de 140 millions de dollars. Et comme je l'ai dit, il n'a récolté que 127 millions de dollars pour l'instant. Il vient pas de sortir, The Fall Guy. Il est même dispo en digital aux États-Unis, alors que ça fait que 2 semaines qu'il est, qu'il est sorti. Donc là, ouais, c'est très mauvais. Ça sent très mauvais pour le film de David Leitch, qui est maintenant dispo sur les plateformes aux États-Unis. Nous, il est toujours en salle. C'est pas très très bon, quoi. Donc ça va être l'un des échecs de cette année. J'en parlais d'ailleurs dans l'émission, si vous voulez réécouter l'émission de la semaine dernière en reco, qui est une sorte d'anti-reco, en tout cas une semi-anti-reco, parce qu'il y a des choses que j'apprécie dans ce film, mais en même temps... Une reco moyenne, quoi. Reco moyenne. Et en France, il est à 446 000 entrées. Ce qui est pas mal, mais ce qui est pas non plus incroyable non plus, quoi. Donc voilà. Et je termine avec le deuxième acte, le dernier film en date de Quentin Dupieux, qui a été présenté au Festival de Cannes en ouverture.
qui fait déjà 153 000 entrées pour son premier week-end sur 371 copies. Si on rajoute les avant-premières à ça, on arrive déjà à 194 000 entrées, donc quasiment les 200 000 entrées. Et c'est le meilleur démarrage de la carrière de Quentin Dupieux, qui, bon, évidemment, enchaîne les films. Hein. Il en fait 3 par an, hein, mais en ce moment, il a un peu le vent en poupe parce que ça avait bien marché pour Yannick l'été dernier. Ça avait plutôt bien marché aussi pour, comment ça s'appelle, Dali. Là, c'était, je pense que c'était hier, mais c'était il y a 3 mois. Oui, j'avoue. Et là, son nouveau qui fonctionne bien. J'en parle en fin d'émission, donc je spoil pas mon avis. Mais restez, parce que ça vaut le coup, je pense, de savoir ce que je pense que je suis super intéressant. Mais non, mais écoutez-le, cet homme est intéressant. Écoutez-moi, je suis super intéressant. Et voilà pour le point box-office de cette semaine. Merci beaucoup pour ce point box-office. Et bah de rien, avec plaisir. C'est l'heure du gros sujet de la semaine, qui nous a été inspiré hier, puisque hier on fêtait les 5 ans depuis la diffusion du tout dernier épisode de Game of Thrones. Game of Thrones, cette série phénomène, hein, je pense qu'on peut le dire, qui débute sa diffusion le 17 avril 2011 sur HBO aux États-Unis. 2011, cela ne nous rajeunit pas, c'était il y a 13 ans donc, et qui termine officiellement sa diffusion le 19 mai 2019 avec sa saison 8 et son épisode 6 de mémoire. Il y a eu 6 épisodes. C'est ça, il y avait 6 épisodes. Et ce qui m'a permis de me rappeler que nous, on avait eu la série 1 mois et demi après, en France, le 5 juin 2011 sur OCS Choc. Et ce qui nous rappelle... Oui, c'est vrai que c'était... Oui. Et oui. Ce qui nous rappelle aussi qu'à une époque, les séries américaines n'étaient pas disponibles en US plus 24. En France, il aura fallu attendre la saison 3. Les jeunes, vous n'avez pas connu ça. N'est-ce pas et c'est vrai que moi j'avais du mal à m'en rappeler de ce petit cet état de fait. Hein. Game of Thrones, c'est 73 épisodes pour 8 saisons. Et pour la diffusion de sa première saison, c'est un renouvellement 2 jours après la diffusion du premier épisode. Donc HBO était fan du concept et des stats que ça avait généré. Et ça n'a fait qu'augmenter saison après saison. On voulait vous parler un petit peu de ça, ça nous permet aussi de parler un peu de Game of Thrones alors que dans 3 semaines on a House of Dragon saison 2 qui revient déjà, puis c'est un sujet qu'on apprécie. Hein. Moi j'avais une première question à ce sujet, comment tu t'y es mis? Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as entendu parler de Game of Thrones? J'habite... On s'en fout de où j'habitais, pourquoi je dis ça. À l'époque, j'habitais... Non, dans le Kentucky. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et non, alors, je pourrais pas te dire. Moi, j'en ai entendu parler. Moi, je me souviens très spécifiquement que j'étais pas là le jour de la première diffusion. J'ai pas découvert Game of Thrones tout de suite. Moi non plus, je sais que j'étais avec mon ex de l'époque et qu'on a regardé le début, mais je crois qu'il y avait déjà quelques épisodes de sortie. J'ai pas le souvenir d'avoir attendu après le premier, après le pilote, donc j'ai dû regarder plusieurs épisodes à la suite. Et au début, on était en mode, comme beaucoup de gens, hein. Au début on fait wow, c'est beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de cul, il y a beaucoup de violence. Moi j'étais en mode, c'est trop bien. Je crois que ma meuf à l'époque elle fait, non. Et je fais, oh, vas-y, c'est trop bien et tout. Et après elle fait, ok. Bon, évidemment, tout le monde est devenu fan elle aussi. Mais non, ouais, je sais plus comment je l'ai découvert, je ne saurais pas te dire. Ça devait en parler, j'étais à la fac à l'époque et on a dû en parler à la fac entre potes et on a dit, putain, c'est ouf cette série. C'était au même moment en plus, il y avait Breaking Bad aussi. Il y avait Breaking Bad. Moi à l'époque, je regardais Breaking Bad, je regardais Walking Dead et je regardais aussi Battlestar Galactica. Donc ça sentait sous les dessous de bras, on va dire. non, mais c'était un peu les grosses séries du moment et je pense que j'ai dû en fait, j'ai dû aussi évidemment lire des articles tout naturellement sur internet qui en parlaient, quoi. Moi, je me souviens que c'était l'été quand j'ai vu le premier épisode. Mais c'était pas juin, c'était plutôt la fin de l'été, tu sais, et genre, j'ai certainement des gens qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit, toi t'aimes trop la fantasy, faut que tu regardes ça, tu vois. Mais j'avais pas encore... j'étais pas encore... je suivais pas encore toutes ces infos-là, tu vois. J'avais pas encore regardé Breaking Bad, je regardais sans doute un peu Walking Dead déjà. Mais Game of Thrones, c'était pas sur mon radar au début. Et je crois que c'est mon frère qui m'en a parlé la première fois et qui m'a dit, faut que tu regardes ça. Et effectivement, j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, mais attends, mais c'est trop chelou. Cette nana aux cheveux blonds platine qui a les sourcils bruns. Et j'étais resté C'est ça qui t'a choqué? Mais j'étais
j'étais resté là-dessus comme un con, tu sais. Ouais, ok. Et puis en fait, je regarde le deuxième épisode, le troisième, et je fais, ok, non mais il y a un vrai truc. Ouais. Et en fait, je me suis laissé convaincre assez vite par cette série parce qu'elle cochait beaucoup de cases de ce que j'aimais, quoi. Ah ouais. Mais même quand tu viens pas de la fantasy, même si t'aimes pas ça. En fait, c'est ça qui est fou avec Game of Thrones, c'est que elle a réussi à aller choper du grand public. Ouais, mais de l'extra large, quoi. C'est ouf. Avec un truc qui est quand même rude, quoi. Alors, on va quand même préciser que le succès de Game of Thrones, il s'établit quand même sur une saga de bouquins écrit par George R.R. Martin, qui s'était déjà vendu à des dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde. Donc il y avait un vrai socle de fans. Donc ça n'a pas fait connaître les bouquins. Enfin, si, sans doute. Mais disons que les bouquins étaient déjà connus avant. Mais en revanche, là où je trouve que c'est assez dingue, c'est qu'en fait, alors ça a mis quelques années, je dirais, mais à partir d'un certain stade, tout le monde était connaisseur de Game of Thrones. Tout le monde savait ce que c'était. Même les gens qui, d'une manière générale, te diraient oui, non, mais moi, le Seigneur des Anneaux, je trouve ça chiant, j'y comprends rien et tout, tu vois. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé dingue avec Game of Thrones, c'est à quel point, en fait, même le grand public du grand public était capable de kiffer ça. Ouais, mais je l'explique très facilement parce que c'est pas une série full fantasy, c'est une série politique avant tout, en fait, Game of Thrones. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Complètement. Ça fonctionne comme à l'époque House of Cards ou des trucs comme ça, en fait. T'es pas obligé d'être spécialiste de la politique américaine pour comprendre House of Cards, tu vois. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est une série qui mêle énormément de genres. Je pense que c'est quelque chose qui se reproduit rarement, plutôt, d'avoir autant de genres qui se mélangent aussi bien, parce qu'on a quand même d'un côté énormément de politique qui peut rebuter, moi qui m'a rebuté au tout début. D'un côté t'as énormément de cul, c'était un peu, je trouve, l'héritage de True Blood à ce moment-là, tu vois. De l'autre côté t'as vachement de violence aussi, et en même temps t'as tout un univers avec, pas à la Lost, faut pas déconner, mais il y a un truc de mystère qui se crée avec les White Walkers, et tu fais mais attends, mais c'est incroyable ce que j'ai sous les yeux, parce que chacun peut prendre ce qu'il va aimer, quoi. Grave. C'est trop... Et des cliffhangers de fou. Le cliffhanger de l'épisode 1. Les cliffhangers de malade. Le cliffhanger de l'épisode 1 avec Bran qui tombe, c'est quand même... ils sont très forts. La série elle a 15 ans, quoi, mais c'est fou, quoi. Donc tout ça, c'était fait... Enfin, ça devait marcher, c'était obligé que ça marche, quoi. On va préciser évidemment qu'on va pas trop spoiler la fin de série pour les lecteurs qui ont arrêté de regarder la série, tu sais, ce que je respecte. Faut aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on précise, mais on en parlera tout à l'heure sur la fin de série et du coup les bouquins qui n'étaient pas finis au moment de la fin de série. Mais moi, oui, j'ai trouvé ça assez dingue en fait, à quel point ça faisait consensus. Même si, tu vois, parfois c'était quand même, ça allait vraiment dans beaucoup de violence ou beaucoup de sexe. À tel point que ça a été vraiment parodié, que c'en était trop, tu vois. Et d'ailleurs, ça s'est un peu estompé sur la fin de série, la fin de série, à raison, je trouve, parce qu'elle a pas vraiment besoin de ça, cette série. Mais elle n'a plus besoin de ça. Mais à l'époque, elle en avait besoin, je pense. Ça a fait parler. Ça a permis de faire la promo de la série, c'est sûr. C'est clair. Et ouais, je suis super d'accord, le côté politique, en fait, parce que il y a un truc aussi avec Game of Thrones, c'est que pendant très longtemps sur la saison 1, cette série n'est pas fantastique. C'est juste une série politique médiévale, et il n'y a pas vraiment... il y a assez peu d'éléments de fantasy, et ça débarque vraiment au moment de l'éclosion des œufs, quoi, à la toute fin de la saison 1. De la saison 1, et après, effectivement, on se permet beaucoup beaucoup plus de trucs fantasy sur la fin de série, mais je pense que ça a permis aussi aux gens d'entrer, les gens qui sont pas spécialement dans ce genre-là, d'entrer là-dedans, et pourtant, c'est touffu comme univers. Parce que dès l'épisode 1, on va te parler, t'as déjà 25 personnages principaux, t'as énormément de lieux, voilà. Alors, la chance qu'a l'épisode 1 quand même, c'est qu'il y a 3 gros lieux.
Oui, t'as Winterfell, t'as King's Landing T'as King's Landing, t'as avec Bah oui. Daenerys, là on est sauce, Ouais. et puis t'as de l'autre côté du mur. Mais en vrai, ils réussissent quand même à bien maîtriser leur truc. T'es même pas au mur d'ailleurs, Jon Snow il y est pas dans l'épisode 1. Ah non, il est envoyé plus tard, mais Ouais, c'est tu ça. sais, le prologue, Oui, bien juste sûr. avant Oui. Avec le les trois générique, mecs qui c'est sont ça. en mode. Qui est d'ailleurs adapté page pour page du prologue du bouquin. Yes. Et ouais, là-dessus, ils sont forts. Hein. Non mais on va pas revenir sur toute la série. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la suite en fait. C'est la fin et l'après-fin, justement, tout ce qui s'est passé. Parce que le début, on est d'accord pour dire que c'est génial. Ouais. On est aussi d'accord pour dire que la fin est mauvaise. Non, bah c'est voilà, clair. chacun a son avis. Nous, c'est notre avis, c'est subjectif évidemment. Mais le problème, c'est que quand ils ont commencé à partir de leur côté sans utiliser les écrits de George R. Martin, ça devient plus compliqué. C'est beaucoup plus rushé. Il y a les rumeurs comme quoi, justement, les créateurs avaient, et ça c'est vrai, par contre, ils avaient un projet Star Wars sur le feu. Et donc, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on se focalisera pas un peu plus sur Star Wars et donc, on va rusher Game of Thrones, on va rusher la fin. Malheureusement pour eux, Star Wars, ça leur est passé sous le nez et la fin de Game of Thrones a été conspuée. Donc, forcément, c'est compliqué. Et eux, ils ont perdu de leur aura aussi parce qu'à l'époque, ces mecs-là, D.B. Weiss et Dan. Tout le monde leur mangeait dans la main. Tout le monde leur mangeait dans la main, c'était ouf. David Benioff, merci, et D.B. Weiss, qui aujourd'hui sont venus un petit peu par la petite porte, je trouve, avec le problème à 3 corps sur Netflix, d'ailleurs qui a été renouvelé, voilà, qui a été renouvelé pour une saison 2, je pense sur le fil, mais qui a été renouvelé quand même. Et donc tout ça pour dire que on est passé d'une série stratosphérique à une série détestée dans le monde entier qu'on a oublié limite le lendemain. Et c'est assez bizarre en fait, comme. C'est très étrange si c'est passé. C'est le problème des épisodes, des derniers épisodes. C'est toujours très compliqué dans une série. Si Breaking Bad avait eu un épisode final nul à chier, je pense que la série n'aurait pas du tout la même aura aujourd'hui, tu vois, dans le monde. Heureusement pour Breaking Bad, l'épisode final est génialissime, tout se passe bien, c'est super. Et Game of Thrones n'a pas cette chance-là. Est-ce que Game of Thrones aurait été sauvé si la dernière saison... L'avant-dernière est encore un peu ok, je trouve. La dernière est vraiment pas bien. Si la dernière saison avait été, tu vois, meilleure, quoi, ou fignolée. Je sais pas. En fait, moi, je commence à avoir des problèmes avec Game of Thrones à partir de la saison 6, déjà. Quelle avant-dernière ? C'est à partir de la saison 6 qu'il n'y a plus de bouquins sur lesquels se basait l'adaptation. Donc tout de suite, ça devient compliqué, c'est évident. Et tu sens aussi que c'est à partir de la saison 6 qu'il faut commencer à terminer tout ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à y avoir des personnages qui se téléportent, sans vraiment trop savoir comment ou pourquoi. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me dis attention, c'est en train de baisser. Alors c'est toujours très agréable. Je vais pas te dire, j'ai passé des très mauvais moments même devant la saison 8 de Game of Thrones, même si j'ai été très déçu par tous ces 6 épisodes finaux. Mais malgré tout, il y a quand même un plaisir à se retrouver dans cet univers et de voir ces personnages-là, mais comment ne pas être déçu, quoi. C'est... En fait, surtout quand t'as construit autant de personnages intéressants et mythiques, parce que c'est des personnages de télévision dont on se souvient encore, et on avait toujours peur chaque semaine après semaine qu'il y en a un qui meurt, etc. Enfin, et n'oublions pas que c'est la dernière série aussi, parce que moi je t'ai coupé, mais ça me fait penser à ça, que c'est la dernière série où on se réunissait pour regarder les épisodes. Et donc c'était vraiment... un rituel, un truc et notamment, je me rappelle très bien des 2 dernières saisons, quoi. Les 2 dernières saisons, on était tous en mode putain, qu'est-ce qui va se passer, c'est ouf. Là, il y aura la bataille, la machin et tout. Non, c'était fou. Moi, c'est un truc que j'ai jamais retrouvé ailleurs. C'est l'expérience sociale qui allait avec Game of Thrones et son visionnage. Moi, je l'ai retrouvé ailleurs une fois. Pop News, tous les lundis 20h30. C'est peut-être le seul endroit, tu vois, où j'ai vu des gens, mais vraiment dingues, mes gens à partir en vrille en disant c'est Pop News ce soir, il y a Adrien, il y a Thomas, ils avaient des t-shirts, des trucs, enfin c'était juste une folie, quoi. Tous les lundis soirs à 20h30, hein, si comme vous voulez vivre cette expérience sociale. Voilà, c'est encore possible, donc moi, voilà, après, chacun fait comme il veut, quoi. Si vous voulez retrouver l'expérience Game of Thrones, mais... Elle est encore mieux, peut-être. Voilà. Je sais pas. Enfin, et tu vois, sur YouTube, j'ai Kitsu qui nous dit que c'était la bonne époque. Mais il y a un vrai truc comme ça, en fait. De la bonne époque, c'est lundi
à la machine à Ouais. café, tout le monde a déjà regardé Game of Thrones, et tout le monde a fait exprès de s'être levé tôt Mais pour c'est ça. pouvoir le mater, pour pas être spoilé le jour même. C'est ça qui est ouf, parce que Gérard de la Conta ou Michel du marketing, tous les deux avaient maté, et c'est ça qui est cool. En fait, incroyable. ça te permettait, même si t'aimes pas tes collègues, tu pouvais au moins leur parler de ça, et ça c'est cool. C'est génial. Mais non, mais c'est ouf, tout le monde regardait Game of Thrones. Ah Ou ouais, t'avais les réfractaires, évidemment, il y en a toujours, et c'est normal, il y en a Toujours, qui bien aiment pas, sûr. hein, c'est logique quoi. Mais Ils on ont le droit, pouvait, hein, mais, on pouvait les huer, hein, évidemment. Mais ouais, Non, ouais, non, mais- l'expérience sociale de Game of Thrones, c'était aussi les gens qui se réunissaient dans des bars aux États-Unis pour se faire filmer en train de réagir à l'épisode. Mhm. Et parce que, en fait, c'était aussi devenu la marque de fabrique de Game of Thrones d'avoir des épisodes extrêmement marquants. Et vu que les gens, en fait, avaient lu et savaient plus ou moins dans quel épisode ça allait se passer. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé impressionnant, c'est que la plupart des lecteurs n'ont pas spoilé les gens qui n'avaient pas lu. Et C'est donc vrai. du coup, on fait en sorte qu'on puisse profiter aussi de leur réaction. Et ça, je pense que c'était aussi un des mécanismes qui a fait que Game of Thrones a pris tant d'ampleur, c'est qu'il y avait un vrai côté viral aussi à partager ces instants des gens, par exemple, qui réagissent au Red Wedding, par exemple, pour Ah, c'est incroyable. ne dire que ça. Mais tu vois, et ça, c'est vrai que j'ai rarement connu ça après. Ouais. Non, pareil, je réfléchis, j'ai pas eu de série ou même de film. Bah, un Star Wars peut-être, mais c'était Peut-être. déjà passé avec le retour enfin le réveil de la Force. Ouais. Donc ouais, non, c'est vrai que depuis on n'a pas eu ça. Et puis après il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc je pense que Ouais. les modes de consommation ont été différents, ont changé Ah, à ce complètement. moment-là aussi. C'était Ouais. la fin d'une époque, mais c'est pas grave, hein, c'est le début d'une autre. The Ouais, end. donc c'est cool. Et, Faut pas être nostalgique de ça. C'est juste Non, que non. c'était autre chose, mais c'est vrai que c'était sympa quoi. Mm. Mais bon, en tout cas, parlons Parlons à la de la limite fin. aussi, parlons de la fin et surtout de l'héritage et qu'est-ce que aujourd'hui représente Game of Thrones. Moi, j'ai toujours de l'affect pour Game of Thrones. La Ouais. preuve, c'est que je continue d'en parler avec grand plaisir et tu vois, de la défendre. Je défends les 4 premières saisons, voire les 5 premières saisons, parce que Ouais. j'aime énormément ce côté politique, j'aime Grave. énormément les personnages travailler. Le casting est fou, l'acting est dingue, les Ouais, décors ouais. sont malades. Enfin, de toute façon, cette série, elle était parfaite sur tous les plans. Mais elle a chuté, elle a trébuché à la fin, elle s'est pris les pieds dans le tapis. Est-ce que ça en fait une mauvaise série pour le coup? C'est ça la Je vraie ne question, pense pas. Pour moi, non, ça en fait pas une mauvaise série. C'est juste que l'ensemble est moins bon, quoi. Ouais. Tu sais, c'est le fameux mème que tout le monde a vu, j'imagine, avec le cheval dessiné, tu sais, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Bah, la tête du cheval est dégueulasse, oui. Mais le reste du corps est cool et bien dessiné, quoi. Ceux qui ne connaissent pas ce mème vont se dire ce mec est fou. Bref, et la suite aussi m'intéresse de savoir c'est quoi l'héritage de Game of Thrones aujourd'hui. Alors évidemment, tout de suite on va se diriger sur House of the Dragon qui est la Bien saison sûr. 2 qui débarque là en juin. Mais est-ce qu'il y a d'autres séries qui ont pris le relais? J'ai du mal à en voir, ou alors je suis pas forcément bon là-dessus, mais je sais pas si toi t'as vu des séries qui ont un peu pris le... Bah, j'en ai parlé il y a suite. 2 semaines quand je vous ai parlé de Shogun. C'est un des premiers trucs auxquels on a comparé Shogun, c'est Game of Thrones. Mhm. Et je sais pas si je suis super d'accord en fait, parce que Game of Thrones c'est effectivement beaucoup de politique, il y a du sexe, etc. Il y a de la violence et tout. Shogun c'est de la politique. Franchement, le sexe est gentillet. La violence, c'est pas. C'est Enfin, ok, hein. on a vu largement pire. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a des séries en dehors de House of Dragon qui auraient repris de façon évidente le flambeau de Game of Thrones, parce que pour moi, il y a une conjonction gigantesque en fait autour du succès de Game of Thrones. Il y a évidemment le phénomène social, le phénomène grand public. Il y a aussi le phénomène Internet qui a été Game of Thrones, c'est-à-dire que tout le monde parle de Game of Thrones sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube énormément a façonné le succès de Game of Thrones, les sites de fans aussi autour de Game of Thrones, les théories, Reddit, etc. Il y a quand même peu de séries de nos jours qui sont capables de dire « Ouais, je suis Game of Thrones nouveau ». Ça a été l'avènement du streaming aussi. Ah, carrément. Rappelle-toi qu'on comparait ces chiffres-là, hein. À l'époque on en parlait. Ouais. On dirait, ah ouais, c'était la série la plus téléchargée, Oui, c'est vrai. Tu fais, putain, c'est ouf quand même. Non, mais ouais, c'était la série la plus folle du monde, quoi. Depuis, ouais, pour moi, il n'y a pas d'héritage. Et Non.
House of the Dragon n'est pas vraiment un héritage. Enfin, si, ça l'est évidemment, mais dans le sens où c'est sa propre série aussi, et c'est autre chose. Et ceux qui ont regardé Game of Thrones ne regardent pas forcément House of the Dragon, tu vois. Oui. Et ça a mis du temps, je crois. J'ai vu ça dans le chat tout à l'heure, mais il y en a qui disaient que ça avait explosé à partir de la saison 3, et c'est vrai que Game of Thrones a mis un peu de temps avant d'exploser. Comme toute bonne série, hein. Une série ne cartonne jamais tout de suite, c'est rare, à part un Squid Game. Bon, oui, mais ça se construit un peu sur la durée, quoi. Mais ouais, cette série est intéressante parce que elle a marqué tout le monde. Elle a été un pan ultra important, si ce n'est le plus important des années 2010 à la télévision. 2010, c'est Game of Thrones. Tu peux pas trouver une autre série. Et pourtant, on n'en parle pas, tu vois, comme on devrait en parler, je pense. En fait, je suis assez persuadé, pour répondre un petit peu à la question sous-jacente qu'on pose depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a autant, jusqu'à la saison 7, c'était ok d'aduler Game of Thrones. Autant après la saison 8, c'est devenu un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, je sais pas vous, les gens dans le chat et les gens dans les commentaires et les gens qui nous écoutent en podcast, mais quand on parle d'une grande série, souvent on parle d'une série qui n'a pas vraiment de temps faible. Des séries qui... tu vois, c'est difficile de dire aujourd'hui... Bah voilà. C'est difficile aujourd'hui de dire Breaking Bad... Enfin, que The Walking Dead, c'est aussi bien que Breaking Bad. Parce que The Walking Dead a très clairement des temps faibles à partir d'une certaine saison. Et même les plus grands fans de The Walking Dead vous le diront. Est-ce que ça fait de Walking Dead une série médiocre ? Non. Mais... Elle est pas au Panthéon, quoi. C'est difficile. En fait, tu vois, la saison 8... Enfin, ils auraient réussi leur atterrissage avec la saison 8. Il n'y aurait pas photo. Game of Thrones serait forcément au Panthéon de toutes les séries, des séries films. Le fait que cette saison 8 existe, à tel point qu'un certain nombre de gens, quand même, ont lancé des pétitions. Des pétitions pour la faire refaire. Alors, ça n'empêchera pas des gens de la mettre dans leur panthéon personnel. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais le consensus n'est pas là, quoi. Le consensus n'est plus là, je pense. Franck qui pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un effet comme Lost avec la fin extrêmement contestée, voire considérée comme ratée ? Non, alors là, attention, non mais voilà, mais toi tu vas défendre Lost. Non, c'est pas ça. Non, pas du... Ah bah non, au contraire. Non, je me permets de prendre la parole parce que Lost, là, c'est ton truc. Je pourrais écrire des tomes et des tomes sur Lost. Alors non, justement au contraire, Lost a commencé à affaiblir. Hein. Je parle au niveau même du consensus global. Lost a été adoré en saison 1, a commencé à être un peu regardé bizarrement en saison 2, et après a été lâché par le public à partir de la saison 3. Les vrais sont restés. Ouais. Moi j'aime énormément Lost, mais alors évidemment qu'il y a des temps faibles, évidemment que c'est pas une série parfaite, c'est une série imparfaite, mais je l'aime aussi pour ça. Ouais. Voilà, mais par contre évidemment que Lost ne sera pas au panthéon des grandes séries, même si pour moi elle y est. Tu disais chacun. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le mien, oui. Ouais. Une série par contre, tu vois, qui mérite d'y être, c'est Les Sopranos, une série, voilà, etc. Voilà. Mais en fait, c'est très compliqué de faire plaisir à tout le monde. Ah bah, on est bien d'accord. C'est ultra rare en fait qu'une série fonctionne ou qu'un film fonctionne sur tout le monde et qu'on se dise, on est bien d'accord. Titanic, bah, je vois pas qui peut dire que c'est pas un bon film, tu vois. Apocalypse Now, Terminator 2 et tout, faut vraiment être super difficile et avoir de la merde dans les yeux, quoi. Donc tu vois, c'est des films où tu dis bon, ok, il y a un consensus. Ouais. Sur une série, déjà c'est un temps long. Game of Thrones, ils avaient une pression de l'espace pour réussir. Je pense que les mecs, ils étaient en finale de la NBA et ils se sont plantés, quoi. C'est tout. Non, mais c'est juste, ouais. Tout à fait. Ils ont raté leur match, quoi. En fait, c'est dommage, quoi. Bah, ça fait chier. Mais ça n'empêche que c'est une bonne série et que derrière, heureusement, tu vois, ça a permis d'obtenir des séries comme House of the Dragon. Bientôt, c'est là où je voulais te demander The Hedge Knight, c'est ça ? Ouais, The Hedge Knight. The Hedge Knight, donc qui sera une série spin-off de Game of Thrones. Finalement, ça a fait des petits. Et donc, ces petits-là, tu vois, vont aussi, tu vois, se perpétuer l'esprit Game of Thrones, quoi. Mais la série d'origine, évidemment que, bon, bah, voilà, elle s'est plantée. Ouais. Mais c'est dommage. Mais moi, en fait, tu vois, j'ai vécu un petit peu la diffusion de House of the Dragon
un petit peu la tête dedans, quoi, et à discuter beaucoup avec des gens, des fans notamment de Game of Thrones, etc. Et tout de suite, à partir du moment où la saison 1 de House of Dragon a été diffusée, les gens disaient déjà ça va être mieux que Game of Thrones. Ouais. Et alors, bon, je trouve que c'est peut-être un petit peu enterré trop vite Game of Thrones, ou alors porté au nu House of Dragon trop vite. Oui. Donc il faut faire attention à pas comparer une série qui est terminée à une série qui vient juste de commencer. Bien sûr. Mais j'ai vraiment pu voir de façon très palpable la déception des gens sur Game of Thrones. Et c'est vrai que du coup, on peut pas nier que cette saison 8, cette fin, a vraiment entaché la réputation de Game of Thrones de façon durable, à tel point que ils ont mis quand même un sacré bout de temps. Ah non, non, c'est faux. Ils ont mis 3 ans à balancer House. Non, c'est pas si long. Non, c'est pas si long, j'allais dire de la merde. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai balancé un petit sondage sur YouTube et sur Twitch pour savoir, la question c'était, la fin de Game of Thrones a-t-elle gâché votre avis sur la série? Sur Twitch, on est 75% à me dire non. Sur YouTube, par contre, vous êtes 75% à me dire oui. Tu vois, donc c'est... On va vous mettre d'accord. Ouais, non, mais voilà, mais ça montre bien quand même que c'est 50-50 alors. C'est 50-50, quoi. Et donc c'est... Donc il y a quand même, oui, non, mais il y a une grosse part de déception. Il n'y a pas, encore une fois, sûr. de consensus, évidemment. Mais c'est... Après, je suis content qu'une série comme ça existe aussi. Tu vois, on rentre dans le dur, dans le détail et tout. Faut pas oublier qu'une série comme Game of Thrones, tu l'as dit en préambule, sur le papier, ça doit pas forcément fonctionner, un truc comme ça, quoi. Ça doit pas toucher un grand public comme ça a touché un grand public aussi large, quoi. Et c'est impressionnant qu'une série comme ça ait existé, qu'on ait connu justement cette ferveur, qu'on ait connu cette envie d'aller plus loin à chaque fois avec les personnages et tout, pour un truc qui est... moi, de base, je suis pas du tout, tu vois, lecteur de Martin, et encore moins, tu vois, de ce genre d'écrit, et ça m'a pas empêché d'acheter... ouais, bien sûr. Tu vois, le Trône de Fer qui est dans ma bibliothèque. Parce qu'ensuite, j'ai fait ok, c'est trop bien comme lecture. Donc, je suis content que ça ait permis tout ça, et ça a fait, je pense, du bien à la télé. Ouais, ça a fait un bien fou, ça a permis de développer tu vois, des émissions, des shows et des séries télé qu'on n'avait pas forcément avant, avec un plus gros budget, voilà, et surtout des scénarios beaucoup plus fous, quoi. Mais donc ouais, non, je vais terminer là-dessus parce que sinon on pourra en parler des heures, quoi. mais moi, mon truc final, ce serait ça, c'est de dire, je suis content que ça existait, même si elle a merdé. Au moins, elle a eu le mérite de repousser les limites de la téloche. Et de prouver un peu que en fait une série télé peut rassembler autant que... complètement. Mais tu vois, par exemple, on me dirait est-ce que tu veux vivre dans un monde où Game of Thrones n'a pas existé? Non, jamais de la vie, en fait. Non, mais tu vois, dans le sens où c'est pas parce que la saison 8 a gâché un peu une partie du truc que je voudrais pas qu'ils aient jamais essayé, quoi. Oui, exactement. Voilà pour notre point de vue sur ce grand débat, et on vous invitera bien entendu, si vous nous écoutez sur une plateforme où il y a des commentaires qui sont ouverts, n'hésitez pas à nous donner vos avis à ce sujet. Est-ce que, malgré cette saison 8, Game of Thrones est toujours une grande série digne de panthéon des séries? On attend évidemment vos avis sur la question. Et on va terminer rapidement cette émission avec le radar des sorties et nos recos, avec une sortie salle cette semaine avec Furiosa, une saga Mad Max qui sort le 22 mai prochain, avec du coup toujours George Miller à la réalisation, Anya Taylor-Joy au casting, ainsi que Chris Hemsworth. Et le pitch, c'est: dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortal Joe, et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Excusez-moi, c'est pas toujours évident. J'ai très hâte, très hâte. Ouais, j'ai trop hâte. J'espère pouvoir vous en faire la reco la semaine prochaine, mais non, je vais voir en streaming, là, je vous note la sortie de The Fabelmans de Steven Spielberg le 22 mai sur Netflix, qu'on avait adoré, nous, en début d'année 2023. Fin d'année 2022.
2022, ah ok. Ainsi que la sortie sur Canal+, le 22 mai également de L'Exorciste Dévotion. Sur Netflix, le 24 mai, la sortie du film Atlas avec Jennifer Lopez, brillante analyste de données. Atlas Shepard est misanthrope et se méfie totalement de l'intelligence artificielle. Tandis qu'elle se lance dans une mission destinée à capturer un robot rebelle, elle comprend qu'elle a déjà eu affaire à cette mystérieuse machine par le passé. Alors que la mission ne se déroule pas comme prévu, il ne reste plus à Atlas qu'à faire enfin confiance à l'IA si elle veut sauver l'avenir de l'humanité. Tout un programme. Tout un programme, ouais. Et le 24 mai également, la sortie sur Disney+, d'un documentaire sur les Beach Boys. 2 sorties en jeu vidéo également à signaler. Senua's Saga Hellblade 2, le 21 mai. C'est un jeu d'action-aventure qui sort sur PC et Xbox, ainsi que dans le Xbox Game Pass. C'est la suite de Hellblade, sortie en 2017. Le concept, c'est Senua revient dans un brutal périple de survie à travers les mythes et les tourments de l'Islande viking. Et sur Nintendo Switch, Paper Mario La Porte Millénaire, c'est un remake d'un jeu sorti il y a 20 ans sur Nintendo GameCube, un RPG qui revient donc sur Switch le 23 mai. Voilà pour le radar des sorties, et c'est l'heure des recos, Adrien. Tu veux nous parler d'un film du coup ? Ouais, je vais parler du deuxième acte de Quentin Dupieux qui est sorti la semaine dernière. Comme j'ai dit en box-office, en point box-office, c'est le meilleur démarrage de Quentin Dupieux depuis le début de sa carrière. On retrouve au casting du deuxième acte Raphaël Quenard, qu'on avait vu dans Yannick, toujours de Quentin Dupieux, Louis Garrel, Léa Seydoux et Vincent Lindon. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, mais c'est l'un de ses films les plus méta, même si... Évidemment, tous les films de Quentin Dupieux sont très méta et très absurdes. C'est l'histoire d'un film dans lequel on retrouve les 4 acteurs qui sont justement Louis Garrel, Léa Seydoux et compagnie, qui jouent pas vraiment leur propre rôle, mais en même temps un peu. C'est compliqué. C'est compliqué, mais j'ai pas du tout envie de spoiler parce que c'est vrai que c'est super intéressant et c'est super cool de le découvrir en salle et de vraiment pas avoir de retour en fait, voilà, sur l'histoire. Donc c'est beaucoup plus frais et beaucoup plus intéressant. J'étais très content de le découvrir comme ça. Mais en tout cas, c'est une super partition des acteurs. Vraiment, ils sont exceptionnels, les 4. Notamment Vincent Lindon qui est très très drôle. Il est excellent. Léa Seydoux qui se lâche, je trouve encore plus que d'habitude, qui est vraiment bien dans la comédie. Louis Garrel, je trouve, moi, depuis L'Innocent, que je conseille à tout le monde, son film L'Innocent avec Noémie Merlan, qui était sorti il y a 1 an ou 2 maintenant, qui est vraiment une excellente comédie de Louis Garrel avec Louis Garrel, et il est très bon dans la comédie. Un côté un peu faussement détaché, un peu dans le surjeu, mais pas vraiment. Enfin, je trouve ça très bien. Et Raphaël Quenard, qui est la superstar, voilà, du moment, qui est bien parce que c'est Raphaël Quenard et c'est rigolo Raphaël Quenard, mais au bout d'un moment, c'est peut-être trop parce qu'en fait, on a l'impression que c'est toujours la même chose avec Raphaël Quenard, donc faut faire attention. Monsieur Quenard à pas tomber dans une redite. Un peu à la Jonathan Cohen où on se dit c'est encore du Jonathan Cohen, tu vois. Donc je trouve que Quenard c'est encore plus fort parce qu'il a vraiment cette voix très très spécifique qui fait son charme aussi, hein, mais bon. Mais ce qui n'empêche pas le film d'être bon, de fonctionner très bien. Où ça parle de cancel culture, ça parle d'IA, ça parle de MeToo, ça parle de plein de choses comme ça. Ça détourne les codes du ciné. Il y a énormément de perf d'acteurs dans le sens où en fait c'est beaucoup de travelling où pendant 5, 7, 8, 10 minutes sans coupure en fait ils vont dialoguer les personnages, ce qui est quand même une grosse perf, tout en marchant, et c'est un film très très cynique. Tu sens que misanthrope aussi du côté de Dupieux, qu'il est conscient de l'état du monde et que le monde est pourri, et si je le rejoins, le monde est nul à chier, et que il faut bien rigoler et, voilà, et se marrer un petit peu, mais faut pas oublier de dire que le monde est quand même nul à chier. Donc voilà, et tu sens que Dupieux est doué dans le sens où il sait où poser sa caméra très vite. Il a des plans plutôt sympas, c'est des plans souvent très fixes, mais qui fonctionne bien. C'est un peu utilitaire tout ça, mais tu sais, il y a un côté très efficace, quoi.
Ah oui, dans sa il façon de pourrait pas filmer. tourner aussi vite si c'était pas C'est ça, efficace. c'est ça, donc il fait tout lui-même, donc ça marche Mm. très bien. Et ça dure 1h20, donc voilà. Mm. J'y suis allé avec un pote, on s'est marré, c'était nickel, et on est ressorti, on était très contents, quoi. Bah écoute. Mais par rapport à Dali qui était sorti avant, je le trouve bien meilleur. Dali, j'avais pas trouvé ça T'avais incroyable. pas trop aimé, je me souviens. J'ai trouvé ça long, quoi. D'ailleurs, Dupieux a une formule que je trouve très drôle, c'est qu'il dit bah, mes films doivent vous arranger parce qu'en fait, ils durent très peu de temps, mais vous avez l'impression de les regarder pendant très longtemps. Et je trouve ça génial. C'est vrai qu'ils durent pas longtemps ces films, mais parfois t'as l'impression qu'ils sont très longs. Ouais, je me souviens. C'est ce qu'il a dit pendant À Cannes, conf de presse à Cannes. en conf de presse, qui est l'une à regarder la conférence de presse de Cannes. Je l'ai regardée, elle est super, mais elle est très bizarre. Tous les acteurs sont flingués un peu dans cette conférence de presse. Très bizarre. Mais je le conseille, mais tu vois, j'avais beaucoup aimé Fumer fait tousser. Ouais. J'avais beaucoup aimé, j'avais adoré Yannick, que je suis allé voir 2 fois, mais Dali, moins bien, mais celui-là remonte. Enfin voilà, c'est toujours Mandibule, c'est pareil, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. J'ai pas Donc, trop aimé Mandibule, moi. Mandibule, bon, c'est la perf d'Adèle Exarchopoulos. J'avais beaucoup aimé Oh là Post, là. par contre. Au poste, c'était super, tu vois. Non, Mandibule, quand même, Adèle Exarchopoulos. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là. Au poste, ça a aidé parce qu'il y avait Benoît Poulvord, mais Adèle Exarchopoulos qui vraiment se donne à fond. Je pense que ça a déclenché quelque chose chez les autres acteurs du cinéma français pour aller tourner chez Dupieux. Et je vais juste terminer là-dessus. C'est Éric Judor, qui d'ailleurs on voit partout en ce moment, que j'adore, et vraiment excellent, qui disait un truc récemment en interview. Il dit: de toute façon, moi je suis l'un des premiers à avoir tourné avec Dupieux parce qu'il a tourné dans Cops et dans Wrong Cops. Il dit maintenant, de toute façon, le cinéma français, il va se laver chez Dupieux. C'est-à-dire que si t'as fait un film un peu moisi, tu vas chez Dupieux et maintenant c'est bon, tu as pris tes touches. Et je trouve que c'est très vrai, quoi. Si on m'avait dit il y a 5 ans que Louis Garrel, Léa Seydoux ou Lindon seraient allés là-dedans, non, tu vois. Mais maintenant, ça fonctionne et c'est super. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous si c'est rigolo. Voilà. Donc allez-y. Très bien, donc c'était le deuxième acte de Quentin Dupieux que nous recommande du coup Adrien. Et dans Steak aussi, Ten, bien sûr. Steak qui est pour moi le meilleur Quentin Dupieux, j'adore Steak. La partie sera bleue. Désolé. Et moi je vous propose, alors 2 salles, 2 ambiances, hein, vraiment je vous propose un jeu vidéo qui s'appelle Manor Lords, qui est sorti le 26 avril 2024 en accès anticipé sur PC, et inclus dans le Xbox Game Pass pour information, du coup, pour les gens qui sont abonnés sur PC. Il s'agit d'un city builder, donc un jeu où on crée des villes, et c'est un city builder médiéval, un peu dans la veine de Banished pour les gens qui connaîtraient, et c'est vraiment très très chouette. J'y joué une dizaine d'heures, et j'ai eu du mal à pas me faire happer dans ce jeu, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Donc c'est assez poussé dans la micro-gestion, etc. Donc il faut vraiment que tu gères correctement ta population de villageois dans le Moyen-Âge, et surtout il faut que tu fasses attention à pas te faire défoncer par des bandits. D'accord. Et parce qu'en fait, Banished, c'était vraiment juste de l'économie et de la gestion de population. Mais là, en plus, tu peux faire la guerre, quoi. Et donc, il y a un système de politique où tu vas devoir faire attention à ce que ton seigneur, il vienne pas te défoncer parce qu'il a trop d'influence, etc., etc. Donc, vraiment, c'est plutôt très chouette, c'est très joli. Il faut savoir que le jeu était très très attendu puisque c'était le jeu le plus wishlisté sur Steam de cette année, et vraiment le jeu ne déçoit pas. Et je vais préciser un truc qui me troue le cul encore une fois, c'est que le jeu est développé par une seule personne. Waouh, ok. Et vraiment, bon, c'est assez dingue. C'est très... le mec est un fan d'histoire, donc c'est très véridique à comment les gens vivaient à cette époque-là, quoi. Et moi, j'ai très hâte d'y rejouer quand il aura ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment de gestion politique, parce que tu peux aussi lever l'impôt, des taxations, etc. Enfin, vraiment, moi, voilà. Pour les gens qui aiment bien ce genre de jeu, allez-y, quoi. Ok. C'est-à-dire quoi, Manor? Manor, c'est le manoir, en fait. C'est manoir, ok, les seigneurs du manoir? Les seigneurs du manoir, en fait, le bâtiment le plus important, en fait, de ton village, c'est ton manoir, parce que c'est là que tu vas récupérer les taxes, etc. Donc voilà. Vraiment, je recommande, et puis c'est vrai que la bande-son est vraiment très très cool. J'ai jetterai un œil, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai le
j'ai le Game Pass, donc je pourrais carrément Ouais, y jouer. Ouais, ok. bon, je sais Trop bien. pas si c'est trop ton genre de jeu, mais ça Tu mérite. me connais pas, tu sais qui je suis? Non, tu me connais pas. Tu connais Eh, pas ma vie, ok? ok, tu connais pas, ok. Moi, je joue à n'importe quoi, ok. Non, clairement, c'est pas mon genre de jeu, Non. mais oui. Je m'en doutais. Je suis curieux, par contre. donc, Mais voilà, donc bon, pour les gens qui seraient curieux par ce que je viens de dire et qui sont abonnés au Game Pass, bah, allez-y. Hein. Et pour les gens qui n'en avaient pas encore entendu parler et qui sont fans de ce genre de jeu, allez-y. Ok. Non, mais c'est bien vendu, carrément. Voilà donc pour les recos de cette semaine, qui sont 2 vrais recos pour une fois, ça fait plaisir. Donc on va vous laisser avec ces 2 jolis recos cette semaine, en vous disant que on sera live lundi prochain à 20h30 sur Twitch, YouTube, mais aussi TikTok, et oui. Et que en attendant, on vous souhaite de bien vous porter, mais aussi de balancer plein de petits likes là où vous nous voyez et de commentaires, ainsi que des abonnements. Et puis rejoignez-nous sur Discord si vous voulez discuter. Et puis balancez quelques deniers façon Manor Lords sur le Ko-fi, ça nous fera évidemment très plaisir. L'impôt Merci. Pop News. Exactement, merci à tous de nous avoir suivis, et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous.